Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Chers clients, bienvenue à ce 4e épisode de la 2e saison du Super Club Vidéo Gore. Ça fait 6. Hein? Fait 6? Non, on a eu 8 dans la première, puis là c'est la 4e, ça fait 12. Je suis votre commis Steph. Et je suis votre commis Steve. Et il n'est pas mathématicien officiellement. Pas du tout. Non. Non, j'ai d'autres qualités. Comme trouver des très bons clients. Oui, Christian Lemieux. Est-ce que vous connaissez Christian Lemieux, cet homme qui fait des effets spéciaux? Effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Fait du gore, là. Plein d'affaires de même. Chevaux, cheval. Trampoline. C'est, ouais, tomato. Quoi ça? Potato. Potato. Tomato. Je pense qu'on est congédiés tous les deux, là. Mais quelqu'un qui n'est pas congédié, c'est Christophe cette semaine, avec son acolyte Serge Lafrenière de Terreur sur le Pod. Ils vont nous parler de l'année de l'horreur 1972. 72? Effectivement, Steve. Qu'est-ce qui se passe en 72? Je sais pas grand-chose parce que j'étais pas né, fait que ça devait être plate quand même. On déroute de l'horreur aussi parce que je vais vous parler de lutte. Tu vas nous parler de lutte? Yes, sir! On va parler de WrestleMania? Non, pas de WrestleMania. Ah non, fais pas ça. Surtout pas WrestleMania actuel, s'il vous plaît. Blablabla. Ouais, The Rock est revenu, qui a sa carte d'âge d'or maintenant. J'ai hâte de voir ce que tu vas dire de lutte parce que j'ai déjà été un grand fan. J'étais encore un fan dans mon cœur, mais j'ai un petit peu de misère maintenant. Tu vas par contre nous parler officiellement de tes films en série et de Les Enfants du Maïs 4, Children of the Corn 4, le 4e. The Gathering. Sur 26, je pense. Il y en a combien? Il y en a 11, Stéphane. Ah, juste 11. Pauvre toi, t'es-tu correct? Ben, c'est pas si pire que ça. Ah. C'est moins pire que The Howling, je vais le dire, à part le 2. Ouais, ça c'est comme piler sur un clou. Tu peux te dire c'est pas si pire, mais bon, quand même. Pis toi, Stéphane, qu'est-ce que t'as regardé? Moi, j'ai regardé, Stéphane. Connaissez-vous l'expression « il est minuit moins une » ? Parce que c'est ça qui est en ce moment. Il est minuit moins une. Pour vos carrières. Je suis tanné de toujours répéter la même chose à chaque semaine. Pourtant, je suis courtois, je suis poli, je suis gentil, je suis drôle, je suis riche, je suis fort, je suis charmant, je suis musclé, je suis charmant, je suis drôle, je suis gentil. Mais vous le savez déjà, ça. Donc, c'est pas important. Les arrivages sont encore en dessous du comptoir. Déguédine! Merci de m'avoir coupé la parole, boss. Avant de me faire congédier, je vais finir ma phrase. J'ai regardé Totally Killer, un film de 2023. Fait que c'est ça. Et en passant, les arrivages sont en haut, pas en dessous du comptoir. C'est là. C'est toujours le fun, ça, par exemple. Faut que j'avoue, là, c'est toujours un peu extra. C'est encore plus le fun parce que moi, je sais qu'il y a un arrivage tout spécial pour toi. Ah oui? Oui, non. C'est pour ça que tu dansais de même? Ben oui, exactement. Un de nos clients, Jordan l'arrivée. Oh! Hein? Que je connais? Français? Non, pas du tout. Non, Un Québécois de souche. Ah, c'est pas tout. Pas tout. A décidé de t'envoyer quelque chose pour te remercier de ton travail. Ferme tes yeux. On a-tu le droit d'avoir des cadeaux? C'est pas comme un pot de vin, ça? Il est en train de m'influencer ou... Mes yeux étaient presque fermés, si tu calcules. Tu sais, j'ai les yeux comme ça, un peu. Children of the Corn, Runaway. Qui vient du Dayton Metro Library. Fait que c'est un film volé d'un espace public payé par nos taxes. OK. Ben, c'est Dayton, en fait. C'est aux États-Unis. Merci, Jordan. Ça, c'est pour moi. J'ai engagé un voleur. Je ne trouvais pas ce film-là pour mes films en série. Il l'a trouvé quelque part, il l'a arrivé, il va pouvoir le regarder, le 9e, le 11e. Mais pour de vrai, t'as vraiment un cadeau, Stéphane. Mais c'est pas un cadeau, par Referme tes yeux. Ben, fais niaiser, là. Ça va être quoi, Jeepers Creepers 8? Pour tes yeux. OK. Oh, shit. RoboDoc, The Creation of RoboCop. Oh yeah. C'est-tu pour moi, pour vrai, ou Pour de vrai.
Mais Ah, bon, ouais. tout ce qui arrive au Super Club Vidéo Gore reste au Super Club Vidéo Gore. Mais J'ai pour le de droit vrai, Ouais, j'ai le droit de le regarder, c'est ça? pour de vrai, c'est pour toi. Hey man, c'est mon film préféré à vie, Robocop. Puis en plus, il y a un post-it de la part de Jordan ou Jordan, comment qu'on... Excuse-moi, là. Jay. Je vais vous lire la note qu'il me laissait en même temps. Hey, commis Steph, gros fan du Super Club Vidéo Gore de tes lives du dimanche. Merci, man. Vraiment, ça me touche pour vrai. Alors, voici un petit jeton d'appréciation. Un petit jeton, hein, comme ça, mais j'aime mieux celle-là, je vous. Pour saluer ton travail, ainsi que ta patience avec les goûts douteux de ce cher Steve. En passant, Douteux, c'est très poli. Jordan est un défendeur et un fan de Jason Ghost. Je savais que t'allais dire ça. Mais ça se défend. T'as même pas besoin de le défendre, là. On va avoir sûrement Paul Verhoeven, Peter Weller qui vont parler en long et en large de la création de Robocop. C'est mon film préféré à vie. Puis la pochette est juste débile. Merci tellement, man. Hein, c'est cool, hein? Ah, vraiment? Mais malheureusement, faut que tu finisses ton chiffre. Ben, ouais, ben, c'est correct. J'ai des comptes à payer. Amen. Fait que durant que tu vas continuer à fantasmer sur ton nouveau Blu-ray, ben on va aller à la pause parce que. Puis quand on va revenir, hein? C'est qui est là? C'est Christian Lemieux? Non, c'est Daniel. Ah, ok, c'est Daniel qui est là avec la journée d'aujourd'hui. La de misère, quand des est-ce trous de mémoire, c'est l'âge, ça. Ah. Alors, Monsieur Boivin, arrêtez de faire le tour du Super Club Vidéo Gore. Vous devriez vraiment louer The Witchery. Ça met en vedette Linda Blair et David Hasselhoff. Steve, M. Boivin n'a pas envie de regarder The Witchery. Il a vraiment envie de louer le VHS. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est vrai que c'est bon, ça. C'est excellent. Le 12 avril, pour moi, là, ça représente plusieurs choses. C'est 2 semaines avant ma fête, donc c'était un moment de fébrilité quand j'étais jeune. Maintenant, j'oublie que c'est ma fête parfois. Faut que je regarde le calendrier pour m'en souvenir. Je vais avoir 42 ans, là. Hein? Quoi? Tu es jaloux? Ma fête, man! J'ai un cadeau d'avance en plus, merci encore, Jordan. Mais Daniel va nous parler de qu'est-ce qui se passe un 12 avril. C'est quoi les films qui sont parus à cette journée-là? Salut triple d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui en ce 12 avril, il y a un total de 17 films qui sont sortis, dont voici les 2 highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1985, on a Cat's Eye, qui est une anthologie écrite par Stephen King puis réalisée par Lewis T, qui nous avait aussi offert Cujo 2 ans auparavant. Il y a 3 histoires, toutes liées entre elles par un chat errant qui se promène dans la ville. C'est pas mon anthologie préférée, mais je l'aime bien. Les histoires sont intéressantes, même si c'est pas full horreur. Ça mérite au moins un visionnement, selon moi. Ensuite, et finalement, en 2006, on a Scary Movie 4, qui est le 4e dans la série des Scary Movies. Celui-là parodie encore plein de films, dont War of the World, The Grudge, Saw puis The Village. À l'époque, j'étais allé le voir au cinéma pour ma fête, qui est demain, si jamais vous vous demandez. Puis je l'ai pas revu depuis, mais dans mes souvenirs, j'avais pas mal ri. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et de retour à vous, Steve et Stéphane. Sérieux, là, 4 Scary Movie, qui c'est qui fait une série de films aussi longue que ça? Ben, Scary Movie, c'est quand même des parodies des films d'actualité, d'horreur de ce moment-là. Puis, j'ai le souvenir d'avoir vu Scary Movie 4 au cinéma, cinéma Paramount, je crois, sur Sainte-Catherine. Oui, avant, oui. Je sais pas s'il était encore ouvert, là. Oui, c'est Banque Scotia maintenant. Banque Scotia, d'accord. J'étais avec mon ami Jonathan, que tu connais pas, qui parle de lutte parfois. Il est déjà passé au Super Club, mais tu devais être en pause encore. Il est tout le temps en pause. Puis après ça, le boss parle de me congédier, c'est le fun. Mais Scary Movie 4, si ma mémoire est bonne, c'est celui où est-ce qu'il y a, entre autres, Shaquille O'Neal qui fait des free throws puis qui rate le filet, mais intense. Dr. Phil est dedans également. Ouais, Dr. Phil, en tout cas, c'est tout un personnage, ce gars-là. Il y a aussi, je crois, et corrigez-moi si je me trompe, Mike Tyson déguisé en femme dans une parodie de $1 Million Baby qui mord et arrache les oreilles à tout le monde. Le vrai Mike Tyson? Le faux Mike Tyson. Ah. Un acteur qui le personnifie, mais très bien. Puis juste le fait qu'il arrache des oreilles puis qu'il crache dans le ring, à un moment donné, il y a une montagne d'oreilles. Je broyais au cinéma parce que c'était de plus en plus cave. Tu sais, des fois, quand c'est très cave, un film, ça veut substager.
Scary Movie 4 avait réussi, mais peut-être que c'est pas le 4, mais je suis pas mal sûr que c'est le cas. Et je me rappelle pas grand-chose des Scary Movie. Je me rappelle la fameuse scène de l'exorciste avec... c'est James Wood, je pense? Who sent your only son into the world to crush that roaring tiger? Il fait le prêtre, puis qu'il capote sur la petite fille. En tout cas, voilà. Parlant... glissant, ça. Hey, je vais faire un lien avec un rap. Scary Movie 4. Aïe. Cats. Ah, come on. Yes. Mais le lien était le fun. 4. Ah, ok, Scary Movie Cat's Eye. Pas vu. La seule affaire, c'est que ça n'a pas rapport. Parce que là, t'as Cat Eyes, mais c'est une anthologie de 3 films, je pense. Cat's Eye. Ben, tu connais pas le film? Je sais que Drew Barrymore, encore dans une interprétation de Stephen King au cinéma, elle avait fait Firestarter également. Ouais. Ça me dit rien, mais la pochette a l'air cool. Là. Des anthologies d'horreur, c'est tout le temps le fun quand même. Ouais. Fait que, passons à la pause, encore, pour nous transporter en 1972 avec Christophe et Serge. Ça va être le fun, ça. Yep. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedel'horreur.com pour plus d'informations. 1972, mon Stéphane, qu'est-ce que je faisais en 1972? Ben, j'étais pas né. Tu faisais rien? Je faisais rien. Non. J'attendais péniblement. Non, c'est une belle époque, c'était tranquille. Là. Ouais, pas grand-chose. Pas d'occupation. Jamais fatigué, pas de mal de dos. Manquait pas d'argent. Non, c'est vrai. Tu manques-tu d'argent? Non. Faudrait, Ben, un peu. Là. Faudrait parler au gérant. Ouais, 72, allez-y les gars. Le Super Club Vidéo Gore, Christophe G. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. 1972, là, on est old school, on recule dans le temps. 1972, grosse année aussi. Hein? Il y a toujours moyen de trouver d'excellents films à toutes les années. Il faut juste savoir où chercher. Je vais commencer par un film qui n'est pas vraiment un film d'horreur. Mais c'est quand même une expérience assez traumatique, assez trash. Pink Flamingos de John Waters. Ça, là, c'est quand même... ça vaut la peine d'être vu. Ça peut être horrible pour plusieurs personnes. C'est trash de chez trash. Pour gens sensibles, s'abstenir. Du gros fun. Non, pour vrai, là, c'est du gros délire. Sinon, Brian De Palma, moi... Les réalisateurs fétiches, fait paraître Sisters avec Margot Kidder, qu'on a vu dans Black Christmas, la Lois Lane des films de Superman du début des années 80. Sisters, c'est un film où, je ne veux pas trop en dire, là, il y a quand même des surprises, mais c'est très cool. Un genre de thriller weird avec des jumelles. Très, très, très nice. Sinon, John Boorman qui a donné Excalibur, Deliverance. Ça, là, c'est le père de tous les slashers. En fait, non, tous les survivals. Si on va être plus précis, là, ça se passe principalement de jour. Il n'y a pas de tueur masqué, mais tous les éléments sont pas mal là. C'est vraiment cool. On est dans les bois. C'est assez stressant comme film. Très cool. C'est pas très horreur, mais ça a eu une influence certaine sur le genre. Sinon, bon, pour les fans de cinéma italien, Lucio Fulci, on le connaît, mais si on recule en 72, Don't Torture a Duckling, donc un de ses premiers gros films que je dois revisiter. Je pense que je l'ai vu une fois, ça fait trop longtemps, mais c'est un giallo, en fait, il n'en a pas fait tant que ça, lui, il était vraiment dans l'horreur, fin 70, début 80, avec l'au-delà, avec La maison près du cimetière, donc des classiques. Un petit film de jumeaux maléfiques. Là, il y en a tout le temps un qui est pas fin. Là. The Other. Pensez un petit peu à The Old Man. C'est pas mal. C'est britannique. Parlant de film anglais, The Flesh and Blood Show que j'ai jamais vu de Pete Walker. On m'en a dit plein de bien. J'ai un petit coffret de Pete Walker qu'il faut que je me tape avec Frightmare. Donc, clairement, à voir. Moi, j'allais dans ma pile à visionner. Dr. Phibbs, Rise Again.
que j'ai jamais vu non plus avec un classique Vincent Price, mais le film de 72 que tout fan d'horreur doit voir, doit visionner au moins une fois. C'est tough. C'est tough à voir. Last House on the Left. Classique. S'il en est un. Vraiment, bon, une belle édition Arrow ici. Pour les gens qui ont jamais vu ce film, c'est seulement qu'un film. C'est seulement qu'un film. C'est seulement qu'un film. C'est dans la campagne de pub. Il y a eu un remake qu'on ne doit pas voir. Ça sert à rien. C'est pas très bon. Mais le film, pour moi, là, c'est l'ancêtre de Freddy versus Jason. Dans le sens que, ben, pour vrai, ça a été réalisé par Wes Craven, bien avant Freddy, Nightmare on Elm Street. Ça a été produit par Sean Cunningham, qui est le réalisateur du tout premier Friday the 13th, puis il y a même un climax qui inclut une chainsaw. Vraiment, là, c'est un film dur à regarder. C'est un trigger warning, rape revenge. Mais le revenge, il arrive d'ailleurs. C'est un peu une relecture de Virgin Spring de Ingmar Bergman. Donc, cinéaste émérite suédois, mais par Wes Craven, qui commençait à faire du cinéma. Donc, vraiment, c'est à voir pour les fans de Wes Craven, de Sean Cunningham, Freddy, Jason, tout ça. Allez vous taper Last House on the Left, puis pour vrai, ça se peut que vous soyez traumatisé. Salut tout le monde, Serge Lafrenière, co-animateur du podcast Terreur sur le pod et animateur d'un autre podcast, Rétro Terreur, qu'on retrouve sur le Patreon de TSLP. Aujourd'hui, les gars du Super Club Vidéogore m'ont demandé de vous parler d'un film de 1972. J'ai choisi un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Brian De Palma, et le film, c'est Sisters, ou encore en français, Sœurs de sang. Le long-métrage m'en vedette Jennifer Salt, mais surtout la Canadienne Margot Kidder, qu'on retrouve entre autres dans le rôle de Lois Lane dans les films de Superman de Christopher Reeves, mais en horreur, surtout pour le rôle de Barb dans Black Christmas et dans celui de Cathy dans l'original Amityville de 1979. Dans Sisters, Kidder joue le rôle de Dominique et Danielle Breton, des sœurs siamoises qui sont nées évidemment collées l'une à l'autre, mais lorsqu'elles sont rendues à l'âge adulte, on va les séparer. Ce qui est particulier avec le personnage de Danielle qu'on voit plus souvent à l'écran, elle est d'origine québécoise. Donc oui, on a un personnage québécois dans ce film-là. Par contre, lorsqu'elle parle en français, la magie disparaît. On se rend compte que c'est Kidder qui parle en français, mais on sait qu'elle est anglophone. Par contre, lorsqu'elle parle en anglais avec un accent, on pourrait croire que c'est une Québécoise qui essaie de parler en anglais. Mais comme c'est Margot Kidder, on lui donne un A pour l'effort. Parlons de la musique. La musique, elle est marquante et elle est surtout composée par le légendaire Bernard Herrmann. Si tu te demandes c'est qui Herrmann, je vais juste te dire Psycho ou Psychose. Oui, la scène de la douche, la musique, le score de Psycho, c'est vraiment composé par Herrmann. Herrmann, sa carrière est souvent associée à celle de Hitchcock parce qu'il a composé quand même la musique de 8 films du maître du suspense. Et c'est sûr que là, quand on pense à Herrmann, on pense beaucoup à Hitchcock. Parlant d'Hitchcock, s'il y en a un qui fait souvent des références au maître du suspense, c'est nul autre que De Palma. Dans ses films, il fait souvent des clins d'œil à des films d'Hitchcock, régulièrement d'ailleurs. Dans Sisters, il fait référence à Rear Window, Psycho et à Rope. Si jamais tu n'as pas vu Rope, moi je l'ai vu pour la première fois l'année passée. C'est un film vraiment génial, je te le recommande. Et il y a une scène dans Sisters, dans un sofa, à un moment donné, il se passe quelque chose, tu le vois, tu dis OK, clin d'œil à Rope automatiquement. Du côté technique, on doit parler du split screen, l'écran divisé utilisé dans beaucoup de films de De Palma. Il l'utilise aussi dans Sisters. Un exemple de ça, dans Carrie, si tu l'as vu à la fin, lorsque Carrie se déchaîne, lorsqu'elle utilise ses pouvoirs, justement, il y a le split screen, on voit Carrie d'un côté, avec ses gros yeux qui utilise ses pouvoirs de télékinésie. De l'autre côté, on voit le chaos, vraiment le carnage causé par les pouvoirs de Carrie. Justement, dans Sisters, on l'utilise plus pour voir Grace qui part d'un côté pour aller rejoindre Daniel. On voit ce qui se passe du côté de Daniel, du côté de Grace, jusqu'à un moment où les deux se rejoignent. Là, l'écran redevient vraiment normal. C'est utilisé dans beaucoup de films. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que on voit comme deux points de vue
On prend peut-être pour un ou pour l'autre des personnages. C'est vraiment utilisé de façon géniale. Alors, c'est une marque de commerce de De Palma. Et parlant de De Palma, ben écoute, juste avant Sisters, il s'est fait renvoyer d'un film qu'il réalisait. Un peu écœuré, il a décidé de partir pour la Californie. Il a habité dans la maison de Jennifer Saul, qui avait comme coloc Margot Kidder. Il y a eu une relation entre Brian et Margot pendant un certain bout de temps. Et à Noël 71, ben là, Brian il a dit « J'ai un cadeau pour vous les filles. Vous allez être les vedettes de mon prochain film que je suis en train d'écrire, qui allait devenir Sisters. » En terminant, est-ce que je te recommande ce film-là? Absolument. C'est le film qui a lancé la carrière hollywoodienne de Palma. C'est le film dans lequel on commence à voir le format, le moule de ce qui était pour devenir, le côté technique, l'aspect vraiment visuel marquant de Palma. Alors évidemment, je te le recommande. Mais aussi, je te recommande les autres films de Palma, peut-être moins connus, Obsession, Body Double, mais évidemment, Dress to Kill, qui est un autre film incontournable, à part Carrie, bien sûr. Donc là-dessus, je te souhaite un bon visionnement et surtout, fais de beaux cauchemars. Ciao! Les gars, comme d'habitude, toujours intéressant. Merci à Serge de parler de Sisters de fond en comble comme ça. D'ailleurs, il était sur la pile des films à Christophe. Puis Christophe s'est pas concentré, il l'a mentionné parce qu'il était là dans les titres, mais Serge est allé vraiment de fond là-dessus. Ce qui m'impressionne, c'est que Christophe a tellement de films. Il y a toutes les versions. En plus, il y a des versions VHS, des versions Blu-ray, des versions DVD. On parle de films de 1972. Tu sais, je peux comprendre les films des années 80, mais 72, que t'en ailles autant que ça, chapeau. C'est comme peut-être une sous-section du Super Club Vidéo Gore chez Christophe. Ben oui, certainement. Mais il y a une raison pourquoi Christophe est là à toutes les semaines. Christophe est un invétéré, c'est un collectionneur et un connaisseur. Il nomme les réalisateurs du bout des doigts comme ça. C'est un vrai passionné. Puis merci toujours à Christophe de nous parler de tes films comme ça. En même temps, moi, ça me présente un peu à une époque où est-ce que j'étais pas beaucoup né. Donc, je pouvais pas vraiment consommer ces produits-là au moment qu'ils sortaient, n'est-ce pas? Non, mais puis là, Christophe nous a parlé de La dernière maison sur la gauche, c'est ça, en français, qui est un film tellement violent. Dérangeant à souhait. Vraiment, vraiment. On parle de Sister, mais il y avait plein d'autres films. Hein? Un film qui s'appelle Ben, une affaire de rat. On l'a ici, quelque part. On a le Blu-ray. Ce film-là m'a toujours attiré, jamais vu, m'a toujours attiré. Night of the Lupus. Ça me dit rien pantoute. Ça sonne comme une maladie. C'est clairement. Là, le lupus est une maladie, en fait. Ouais, Gargoyles. Ouais. Juste le titre a l'air intéressant. J'ai aimé beaucoup en passant. Ça n'a rien à voir avec le film de 72 parce que je ne l'ai jamais vu, mais Gargoyles, la série télé, dans les années 90, de la très belle animation faite à la main. Tales from the Crypt. Tales from the Crypt de 1972, le premier que je n'ai jamais vu. Il va falloir que je m'attende. Toi qui adores le Crypt Keeper en plus, en parlant de choses qu'on adore, Steve, on va aller voir notre client, Christian Lemieux, après la pause. Le Requiem et son marché de l'horreur seront de retour pour leur 7e édition les 21 et 22 septembre prochains. Pour plus d'informations, suivez la page Facebook du Requiem, le marché de l'horreur. Le Requiem, la plus grande convention d'horreur au Québec. Christian Lemieux, écoute, Tom Savini peut aller se rhabiller. Oh! Nous autres, on a notre Québécois qui fait un des Québécois qui fait des effets spéciaux. On n'en parle tellement pas de ces gens-là. Non, je sais, puis pas Christophe, Christian, je me suis mélangé à Christophe. L'autre, là. Il fait pas d'effets spéciaux, lui. C'est ça. Mais Christian aussi est réalisateur. Il a fait un film qu'on avait passé au Requiem il y a pas 2023, 2022, qui était vraiment super chouette. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous parler. Stéphane, quand tu t'en vas dans des festivals de films, tu croises du monde tout le temps vraiment cool, comme Christian Lemieux, qui fait des films, qui fait des effets spéciaux, qui fait plein d'affaires, que j'ai déjà vu sur un plateau de tournage en train de déplacer des chaises avec nous autres sur un tournage de Walt Disney. C'est une longue histoire. Christian, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci beaucoup toi-même. On est très heureux de t'avoir comme client au Super Club Vidéo Gore. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui fait des special effects, puis c'est dur à trouver du monde qui fait des special effects. Effectivement, nous autres, on est contents d'avoir non seulement des acteurs, des réalisateurs, on aime ça avoir les artisans de l'horreur également.
Puis les gens d'effets spéciaux, c'est un peu des héros qui sont pas vraiment célébrés sur scène, ils sont toujours derrière les rideaux. Fait que pour nous autres, c'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous, Christian. Colin, ça fait plaisir. Écoute, Christian, peux-tu nous dire à nous et à nos autres clients qui nous regardent présentement, c'est qui Christian Lemieux? Comment il a commencé? Qu'est-ce qu'il mange pour déjeuner? Puis c'est quoi ton sport préféré? OK. Cheerios et bleuets, c'est assez winner. Ça start bien avec un bon petit café mocha, là. Ah, Hein? Ça, c'est un bon début de journée. j'ai le goût d'aller me coucher juste pour me lever puis faire ça. Ah, Chris, oui. Je sais. Écoute, j'ai commencé, j'ai un parcours un peu spécial, là. J'ai commencé en 2017, moi, parce que j'ai toujours voulu faire du film. Puis là, il y a une gang de fuckers qui avait fait un film de slasher avec un sac de papier brun sur la tête, Batman, profession meurtrier, que j'avais vu dans les débuts des années 2000, qui m'avait beaucoup marqué. Puis, arrive en 2017, je tombe sur Turbo Kid. Je me dis, ça y est. Puis mon beau-frère sortait de l'école de l'ECTQ à Québec comme monteur avec son cours de montage. On a dit, let's go, esti. On fait des films. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait qu'en 2017, on a commencé à faire nos propres films. On sortait, puis on s'est vite rendu compte que c'était vraiment pas aussi facile que ça avait l'air. Tu regardes ça, puis tu dis, oh, il lâche un peu de sang partout, mais non. Puis, fait qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage comme ça par nous-mêmes. On se faisait un paquet de petits tests, on faisait un petit short par mois. De fil en aiguille, on s'est joint à Kino, Montréal, où que là, on a rencontré des gens avec plus d'expérience, commencé à travailler sur des productions de d'autres réalisateurs aussi, d'autres réalisatrices. En parallèle à ça, j'ai commencé à travailler pour les jeux d'évasion. Parce que là, j'étais acteur dans une maison hantée, je faisais des effets spéciaux, je faisais les décors, les props, les accessoires, autant les accessoires de jeu que les accessoires de décor. Et tout ça se mariait un peu. Là. J'ai navigué là-dedans, les jeux d'évasion, puis le cinéma Keb, mais plus indépendant, beaucoup travaillé avec du monde comme Rémi Fréchette. Fait beaucoup de kino au départ pour rouler un peu ma bosse. Puis c'est ça. Puis ben, là, on est rendu en 2024 et je fais toujours ça. Vraiment cool, vraiment cool. Puis dans le fond, toi, tes inspirations, c'est qui dans le monde des effets spéciaux? Tu sais, c'est sûr que les gens disent ou répondent souvent Tom Savini parce que c'est comme le GOAT, tu sais, c'est lui qu'on pense. Moi, je suis un gros fan de Kevin Yeager qui a fait le maquillage de Freddy dans Nightmare on Elm Street 2. Puis je trouve que Kevin Yeager, justement, mérite d'être célébré un peu plus. Toi, c'est qui tes inspirations? Rob Bottin, en partant, c'est pas mal le type de thing. Moi, je suis très organique. C'est vraiment ce côté-là qui me parle beaucoup. Là. Fait que Rob Bottin puis Rick Baker, surtout, c'est vraiment là, mon top. Toute la transformation du werewolf. Puis, moi, les noms, je suis vraiment pas terrible là-dedans. Là. Fait qu'il y a un paquet de bons. Je suis un paquet de shop sur les internets. Il y a la gang qui ont fait Hemlock Grove, je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix, série d'horreur. Écoute, ils ont fait un werewolf qui se morph à un moment donné, transformation du garou, où tu es 100% practical effects, pour un clin d'œil à Rick Baker avec son American Werewolf in London. C'est de voir le behind the scenes, c'est comme... Fait qu'il y a beaucoup de monde qui font des belles choses, des bonnes choses, mais dans les légendes, je te dirais mon top, c'est Rob Bottin puis Rick Baker. Correct, ça, c'est des très bonnes inspirations. Alors, au début, j'ai compris Rock Bottom. Je suis comme, Steve va nous parler de lutte, ça va être cœur, hein? Ça fait longtemps que j'ai pas suivi la lutte. J'ai vu mieux pour toi. Cousina, par exemple. Ben oui. Tu as manqué dimanche dernier un gala de WrestleMania incroyable avec une finale de fou. Je ne vais pas laisser Stéphane parler de ça parce qu'il ne l'a pas regardé, donc tais-toi. Je me suis levé dans mon salon comme quand j'avais 18 ans, tellement que j'ai trouvé ça. Voilà. Mais bon, là, j'ai complètement oublié le nom du gars que tu as dit, j'ai juste Rock Bottom dans le tête. Rob Bottom, je te l'écrirai. Exactement. Hey, plus tôt dans la saison 1, en fait, on a eu Rémi Fréchette qui est venu sur le show. Et je sais que tu as travaillé sur Time Man aussi.
Tu as collaboré beaucoup avec Rémi. Ça, c'est vraiment cool. C'est quoi parce que Timon, je présume que c'était quand même un défi d'un sens, là. C'est quoi les gros défis que tu as eu dans ta carrière pour l'instant, là, dans les films, dans les kinos? Surtout les kinos, c'est super low budget. Fait que c'est pas Ben, tu sais, évident, tu sais. mais j'ai eu la chance de travailler avec des réals sur des productions, tu sais, un peu plus, mettons, financées. Mais mon crowd, tu sais, ma gang, c'est vraiment l'indépendant. C'est vraiment. Je me suis rendu compte que les grosses prods et tout, c'est super cool, mais il y a toute une culture qui me parle un peu moins. Une espèce de distanciation un peu entre les artistes que j'aime être dans le jus, être assis. Tu sais, comme avec Rémi, c'est tout le temps éclaté, puis on fait avec les moyens du bord, puis tu sais, on a des attentes. Tu sais, comment je pourrais dire? Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est. C'est vraiment plus organique dans le fond, là. C'est plus Oui, vivant, là. c'est plus vivant. Ouais. Il y a une camaraderie que j'aime beaucoup. Tu sais, puis c'est tout le temps un petit peu en mode guérilla aussi. Puis si j'aime bien ça, pour Time par exemple, Rémi il me dit écoute, Christian, j'ai une passe, il faut arracher un œil, puis recoudre une paupière, puis je sais pas comment faire ça. Puis attends un peu, je me mets à penser. Puis tu sais, j'ai ramassé un bout de crâne que j'avais à la maison, un vieux moule que j'avais de ma face, avec un peu de latex. Lui, il y avait un vieux. Tu sais, fait. Puis après ça, on set, évidemment, ah, ben, tant qu'à être là, Christian, on pourrait peut-être arracher une tête, tu sais. Ben, OK, on va. Ben oui, OK, cool, on va improviser ça, tu sais. Mais il a tout le temps un peu passé à son affaire pareil, mais, tu sais, fait il y a ce côté-là, je pense, que j'aime, qui est impulsif. Et même s'il y a de la préparation, tu sais, tu me parles de gros défis. Mon plus gros défi en carrière, je te dirais, c'est en janvier dernier, on a tourné avec Jérémy Blavat, qui est un réalisateur émergent. Il fait partie du collectif Le Sou. Je ne sais pas si vous connaissez. Là, ils ont fait plusieurs productions. Puis Jérémy, il avait une idée d'un livre démoniaque qui se bat contre une fille dans un appartement. Fait que c'est un huis clos. Il y a 40 plans. Sur 40 plans, il y en a 38 avec des effets spéciaux pratiques dessus. Il y a de la marionnette, il y a de l'amputation, il y a, écoute, name it, tu sais. Fait que ça a été. On a commencé la pré-prod en novembre avec un maigre budget, mais Jérémy a quand même été capable d'aller chercher un peu de sous. Puis ça a été un défi technique vraiment, celui-là, là, je suis assez fier, mais tu sais, il y a eu des petites nuits blanches, là, mettons, là, à dire. Puis une semaine avant le tournage, ma blonde, j'étais en train de sortir, parce que ma copine, elle m'aide vraiment beaucoup aussi en termes, tout ce qui est les techniques, les médiums et tout ça. Mais j'ai beaucoup, fait que j'y montre mes marionnettes, puis elle me dit, ah, ça marche pas. Attends un peu, j'ai une idée. Fait qu'on repart, on a refait, on avait 3 marionnettes pour le film, on a refait les marionnettes une semaine avant le tournage, tu sais. Fait moi, je vis pour ces moments-là, tu sais, là, t'arrives en set, puis t'as cette espèce de fébrilité-là, puis ça va-tu marcher, puis, tu sais, ça marche. Parce que tu t'arranges pour le faire marcher. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vraiment trippant. Tu sais, moi, évidemment, j'ai toujours été un fan d'effets pratiques. Ça a bercé mon enfance, les films avec des effets pratiques. Des fois de qualité douteuse, des fois de qualité excellente. Tu as nommé American Werewolf in London de John Landis tantôt. La transformation, c'est encore à ce jour impressionnant. Ouais. Au début des années 2000, je pense qu'il y a eu vraiment un virage vers le CGI là, omniprésent, puis de moins en moins d'effets pratiques. Mais là, puis toi, Christian, tu vas être le meilleur pour nous le dire, j'ai l'impression que le balancier revient de plus en plus vers les effets pratiques, puis il y a vraiment une demande collective. Est-ce que tu sens ça dans l'industrie, toi aussi? Oui, absolument. Je pense que, en fait, là, on a compris, les studios ont compris que c'est comme, le best, c'est un mariage entre les deux. Tu pars de ta source practical toujours le plus possible, et tu vas peaufiner, tu vas raffiner avec le CG, tu sais. Parce que je ne suis pas anti-VFX, je ne suis pas anti-CGI du tout. Mais il faut travailler ensemble. Puis comme tu disais, au début des années 2000, écoute, ils sont allés jusqu'à refaire des films complets, Species 2, entre autres, qui étaient tournés en practical au complet, qui ont refait en CGI juste pour suivre le wagon. Tu sais, ça n'a pas de Christ de bon sens. Puis là, on est rendu ailleurs. Je pense que, comme tu dis, effectivement, on a compris que le CG, ça marche plus ou moins tout seul. Il faut que ce soit supporté. Il faut qu'un gros support soit practical, je pense.
Ben, c'est parce Puis, que ça manque de poids. Ça manque de poids, Ouais. le CGI, tandis que le practical, c'est tangible, parce que c'est vraiment à l'écran, tu sais. Exactement, exactement. Tu n'as pas besoin de reconstituer toute ta lumière et tout. Tu sais, pour The Last of Us, d'ailleurs, petite anecdote intéressante, il y a un épisode où tu as une espèce de gros monstre qui sort de la rue, je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Il est couvert de champignons et tout, et le suit de l'acteur a coûté 1,5 million à faire. Mais c'était juste une référence pour les gars CGI. Ce que tu vois à l'écran, toi, c'est même pas le suit practical, c'est le CGI. Mais tu sais, ils ont quand même. Parce que le suit était tellement pesant que l'acteur était pas libre dans ses mouvements, ça kinkait un peu, ça faisait pas naturel. Mais le mariage des deux a fait un truc absolument extraordinaire, tu sais, parce que tu as ta référence juste avec ta lumière et tout, mais tu peux aller arranger les petits défauts de temps, en tout cas. Fait que moi, ça me fait bien triper de voir C'est ça. une Puis de voir très que bonne je trouve- réponse, ça. Ouais. Si demain matin, je te donnerais un demi-million, combien de sautes tu pourrais me faire, tu penses? Et là, on aurait une coupe. On aurait une coupe. Ça, je peux te le jurer. Hey, écoute, Christian, tu fais aussi des films, tu as fait des courts-métrages qui ont passé dans des festivals. Et là, je me sens vraiment poche parce que le nom de ton court-métrage que j'ai projeté au Requiem m'échappe encore une fois. C'est quoi encore le nom? T'en as projeté deux, en fait. T'as projeté, le premier, c'était Par tes monstres. Une petite comédie d'une minute, genre, où ce que tout le monde explose, là. Mais Ça l'autre, finit- j'ai la table dans la tête ou le souper ou le dîner, c'est pas ça, c'est quoi, non? C'est Dîner de pauvre. Ah, c'était pas si pire, c'était pas si pire. T'es pas si peu, t'es pas si peu. Et Ouais. voilà. Ouais, c'est ça. Sérieusement, est-ce que il y a des films qui sont disponibles en ligne quelque part ou pas encore? Oui, ben Non, écoute, oui. on en a une couple de films, là, tous nos petits films de début, là, où on testait, ça c'est tout en ligne. On avait même commencé à faire des petites capsules où on montrait un petit peu notre processus. Ça n'a pas toffé la run parce que tu sais, comme moi, qu'il y a du montage à un moment donné. C'est long! C'est ça. Fait qu'on a laissé tomber ça, mais tu sais, fait qu'on a nos débuts un peu d'expérimentation, puis on a Disparu, qui est un film de montre qu'on a fait. C'est une demi-heure, 45 minutes à peu près, qui est correct. C'est une première expérimentation. C'est un peu long, mais il y a plein de belles choses là-dessus. C'est Camille Monette qui avait fait les effets spéciaux à l'époque. Camille Monette qui a fait Terminator, entre autres. Fait que c'est vraiment lui aussi qui a été un dans les premiers, là, dans mes premiers mentors, je te dirais, là, à m'apprendre les trucs. Et donc, pour répondre à ta question, Par tes monstres est aussi disponible dans cette liste-là, mais pas Disney pauvre, pas encore. Je vais regarder pour que ce soit fait éventuellement. Là, j'aimerais bien ça, que ça commence. Parce qu'il a fait pas mal sa vente de festival. Là. On va mettre un lien vers tous tes médias, en fait, là, dans les commentaires de notre publication sur YouTube pour que les autres clients puissent visiter ça. En parlant de clients, Christian, aujourd'hui, tu es notre client invité. Puis quand tu étais client, toi, dans les clubs vidéo, évidemment, je le sais, je pense qu'est-ce que tu vas me répondre, mais vers quelle section tu te dirigeais en rentrant? C'était-tu les jeux vidéo ou les films d'horreur? Oh my God, les deux! Voilà. Les deux, regardez les pochettes, tu sais. Oui, c'était vraiment ça. Regardez les pochettes. Ton premier choix, ça serait quoi là, ce soir, si tu étais dans un club vidéo, tu serais enclin à prendre quoi? La première chose qui te vient à l'esprit? The Blob, sais-tu pourquoi? Ah. Parce que je l'ai écouté ironiquement il n'y a pas longtemps, parce que pour moi, ça a toujours été comme l'exemple, puis honte à moi, je l'avais même pas vu. Mais c'était tout le temps mon exemple go-to, parler d'un film cheap série B, tu sais. Puis finalement, c'était cœur, hein? Les effets sont malades. C'est parmi les meilleurs effets. Il y a un peu d'écran vert vers la fin qui est bizarre, mais tout le reste, je trouve, c'est vraiment un exemple à suivre. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que je pense que ce film-là, pour me rattraper d'avoir parlé en mal contre lui pendant des années sans le connaître, je pense que j'irais le brandir pour le montrer à tout le monde. Et regarde ça, c'était cœur. Solide choix. Ouais. Hey, écoute, Christian. Christophe, c'est parce qu'on s'en va à Christophe bientôt, là, qui va nous parler de l'année de l'horreur et tout. Fait que j'ai manqué mon tie-in, comme on dit. Allô, Bailey! Excuse-moi, on a vu le chien à Stéphane en arrière. Écoute, Christian, merci d'être venu faire un tour au Super Club Vidéo Gore. On espère voir d'autres films, d'autres courts-métrages, d'autres effets spéciaux de toi. Puis tiens-nous au courant à chaque fois que tu fais des projets. Puis ça va être
Ça va être très chill. On va les partager avec joie. Plaisir. Ben, merci. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Puis c'est toujours intéressant de jaser avec vous autres. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Ah, merci, Christian, d'être passé. À bientôt. Le Super Club Vidéogore est fier d'être commandité par la brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Morin Heights, la brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservez dès maintenant au brasserieanorak.ca. Steve, ça continue, mon pauvre ami, mon pauvre commis. Déjà qu'on se fait abuser par le gérant, toi tu t'auto-abuses avec des choix de films étranges. Tu continues tes films en série avec... Children of the Corn 4. Arc! Silence sur le plateau. À 3, 2, 1 et action! Mon Stéphane, Ouais, Children of the Corn 4 The Gathering ça a l'air ou bon. Les Enfants du Maïs 4. Ils se sont... Ils ont arrêté avec les acronymes puis les... Exactement, donc tu es dans le 4e. Réalisé par Craig Spence, qui a aussi fait La Prophétie 2 avec Christopher Walken. qui est sur nos tablettes. Oui, qui est sur nos tablettes. Je ne sais plus trop où, mais je l'ai vu. Ça? Non, c'est pas ça. C'est en tout cas, oui. On l'a, par exemple. Ce gars-là est devenu le J'essaie de changer de sujet, ça paraît-tu? Ce gars-là est devenu le producteur de Game of Thrones puis Last of Us. Oh shit, OK. Quand même. Mais ça fait pas de lui un bon réalisateur. Parce que Children of the Corn 4, après Linda Hamilton, welcome Naomi Watts, bitches. Welcome home. Naomi Watts qui joue dans Children of the Corn 4. Surprenant. Puis, écoute, c'est le retour d'une fille qui retourne dans sa ville natale pour aller voir sa mère qui file pas. Et sa mère, c'est Karen Black. Ah! Fait que là, déjà, tu te dis, un petit upgrade, tu sais. Et là, elle arrive, puis c'est une infirmière, et elle commence à travailler parce que là, tous les enfants sont malades. Tous les enfants, ils ont comme une grosse fièvre, ils vont pas bien. Et là, quand tu vas pas bien, tu as une fièvre, Tu manges du maïs. tu manges du maïs, mais c'est le festival du mauvais rêve. Ah, OK. Tu sais, dans Comme à regarder les films, finalement. Tu sais, dans In the Mouth of Madness, là, Ouais. il y a une scène de mauvais rêve. Très bon. Dans ça, ça finit plus. Je pense qu'il y en a 8. C'est... tout perdu. Tout Ben, je perdu. te comprends. Tous les enfants prennent les noms des vieux enfants, des enfants des premiers tueurs. Fait que là, tu te dis, OK, se sont-tu réincarnés? Puis ils commencent à tuer des parents. Et là, les enfants sont malades. Et là, à un moment donné, tous les enfants malades viennent par... C'est n'importe quoi. Ça a l'air bon, à maudit. Est-ce que le fameux ver de terre géant est encore dans le film ou c'est fini ce temps-là? C'est fini ce temps-là. I hope you can swim. Je sais, en fait, j'ai comme rien à dire à propos du film, Je te comprends. mais il est pas si tant pire. Tu sais, c'est juste, il passe. Tu finis pas de le regarder en faisant comme « Eh, que c'était mauvais! » Non, tu finis de le regarder, tu fais comme « OK, j'ai comme, on va regarder le 5e. » Ça a l'air insipide. Ouais, c'est un peu ça. Vide. C'est un peu vide. Tu sais, c'est un peu comme toutes les Hellraiser, mais au moins, c'est pas emmerdant comme toutes les Hellraiser, entre le Les 5 et suites, le 8. là, ouais. Là. Ça, t'as souffert beaucoup. J'ai beaucoup plus souffert en regardant les Hellraiser que je souffre présentement en regardant les Children of the Corn. Fait que c'est quand même... Mais bon.
Tu es en train de dire que Children of the Corn est meilleur dans son entièreté à date que Hellraiser rendu au 5. Au 4, pardon. C'est un peu difficile à dire ça parce que quand même les premiers Hellraiser, c'est quand même des bons films. C'est après que ça se gâche. Tandis que Children of the Corn, ça reste des films des années 90, de direct-to-vidéo. Et ça devait avoir marché parce qu'ils en ont sorti plusieurs dans les années 90. Je peux pas imaginer que ça a marché. Peut-être en direct-to-vidéo, effectivement. Oui, puis le monde le regardait, puis Naomi Watts a joué dedans, puis... Ah, man, pauvre enfant. Puis tu le places où parmi les 4? Je le place parmi les 4, je crois que... 2, 1, 3... Je vais le mettre avant le 3. OK, fait que 2, 1, 4, 3 à date. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, mon Steph, t'as décidé de regarder un film qui s'appelait Totally Killer. Ouais, ça s'est passé. Hey, toi, regarde-moi ça. Steve, cette semaine, je vais parler d'un film récent. On parle souvent de vieux films, surtout de mauvais films, je sais pas à cause de qui. Hein? On parle de Night Train to Terror, parfois on parle de The Johnsons. Là, j'ai pris la décision de regarder un film récent auquel j'avais confiance quand même. Le film s'appelle Totally Killer, un film de 2023, produit par la maison Blumhouse. Les préférés de Steve de Revue, on le salue d'ailleurs. Totally Killer, un film que mes enfants m'ont dit, mise en garde, c'est vraiment poche. Les deux m'ont dit que c'était pas bon. Donc j'étais inquiet parce que mes enfants ont du goût en horreur quand même. Ils m'ont dit que c'est un film qui est très woke, puis que j'allais m'emmerder à souhait. Puis Xavier m'a même dit que c'est dans les très mauvais films d'horreur que j'ai vus. Puis là, j'étais comme, merde, j'essaye de me sauver de 2 films terribles, puis je me ramasse avec pire peut-être. On verra. Donc, je suis parti avec les attentes au plancher. C'est l'histoire de Jamie, une jeune fille de 16 ans, qui, dans le fond, vit dans un village où il y a eu des meurtres 35 ans avant, en 1987. Le film se passe en 2022, et c'est le Sweet 16 Killer. C'est un tueur en 1987 qui avait poignardé 16 fois 3 femmes. Et 35 ans plus tard, les rumeurs veulent que ce même tueur-là, avec le même masque aux cheveux blonds et aux boucles d'oreilles, revienne dans la vie des parents de Jamie pour venir finir le travail. Parce que la mère de Jamie était une des victimes. Welcome to the Sweet 16 Killer Podcast Tour. Il y a eu 3 filles mortes en 1987 et la 4e devait être la mère de Jamie. Toutes des filles de 16 ans. Toutes des filles de 16 ans. Donc, le Sweet 16 Killer arrive à la maison. Okay, this really isn't funny. Et réussit son travail. Tue la mère de Jamie dans un meurtre épouvantable. Et ce que je vous ai pas dit d'emblée, c'est que Jamie a une très mauvaise relation avec ses parents, surtout sa mère. Elle la trouve fatigante, elle trouve qu'elle la surprotège, elle est bête avec elle, puis elle l'envoie paître tout le long du début du film. Donc quand elle meurt, elle a comme une réalisation. Police have yet to release an official statement. Qu'elle a manqué son coup, puis ça reviendra jamais. Et le Sweet 16 Killer pourchasse maintenant Jamie. Et là, ça devient intéressant, parce que Jamie serait la prochaine victime. Et là où ça devient fucked up, ce film-là, mon Steve, c'est que Jamie se sauve et se retrouve dans une cabine à photos qui a été modifiée. Why is it set to October 27th, 1987? Pour devenir une machine à voyager dans le temps. Exactement. Quoi le rapport? Très étrange comme prémisse. Jamie se rend à l'intérieur de la cabine de photos, puis le Sweet 16 Killer la retrouve, essaye de la poignarder, poignarde la machine, la fait partir en chire. Et Jamie se téléporte en 1987. Mais elle dit, j'ai un objectif, là je suis revenu à l'année où est-ce que les 3 femmes, les 3 adolescentes sont mortes et je vais aller empêcher le tueur de faire ce qu'il a fait. Donc je vais effacer ce tueur-là de l'existence et du coup, je vais sauver la vie de ma mère. C'est comme un copier-coller du film The Final Girls. Ah, j'ai pas vu, tu m'en avais parlé de ça, par exemple. C'est la même affaire, en tout cas. Je savais pas, mais jusqu'à maintenant, c'est quand même intéressant. Puis, moi, j'ai toujours peur, quand ils font des retours dans le passé, dans des films comme ça, j'ai toujours peur que ça soit ultra exagéré puis que l'époque soit mal représentée. Mais là, ils ont réussi, Steve. Parce que quand il est en 1987, les vêtements,
les mères avec des jumpsuits fluo qui fument des cigarettes dans l'auto avec leurs enfants. C'est très bien représenté. Oh, sorry. Honey. Sorry. Excuse me. What year is it? 1987. Oh my God. Et la bande sonore est parfaite dans le film également. Et Jamie, qui est une fille woke. By the way, your shirt is super problematic. Honey, I like your shirt. De l'ère moderne, qui est offended, qui devient choqué quand on dit des mauvais mots ou quand on traite quelqu'un de gros ou grosse. Puis elle dit on peut pas dire ça, c'est inacceptable, vous allez faire de la peine. Mais là, elle retourne en 87 et elle se fait bully. You're out, bitch! Comme les enfants de ces années-là, écoute, on a grandi là-dedans, on s'est fait bully tout le monde un peu, puis on n'est pas mort de ça. T'sais, ça nous rend plus forts, discutablement. Ben Jamie là-dedans, c'est vraiment drôle parce que Nahatchka Khan, la réalisatrice, oui, pas de problème. Elle utilise le retour dans le passé pour rire du wokisme. Parce que Jamie, son personnage de woke, ça marche pas pantoute là-bas, elle fait rire d'elle, elle se fait pousser. Puis c'est vraiment apporté avec une touche d'humour qui est fantastique. Puis elle se retrouve avec sa mère en 1987 à l'école, dans le même cours d'éduc qu'elle, et elle essaye de se mettre amie avec elle et de se joindre à sa gang pour essayer d'empêcher les meurtres. Get off the court, loser! Ça devient une histoire vraiment intéressante, Steve. Le dialogue est tordant, c'est super bien réalisé, le soundtrack est très bon. Le Sweet 16 Killer avec son masque, écœurant, j'ai beaucoup aimé ça. C'est encore un film d'intrigue, quelque peu comme Thanksgiving, mais beaucoup moins compliqué. Puis j'ai ri à voix haute plusieurs fois, chose qui est difficile avec moi. Je suis quand même assez dur à faire rire de manière sincère avec du dialogue. Puis là, ils ont vraiment atteint la cible avec Totally Killer. Je m'attendais zéro à ça, surtout que mes enfants m'ont dit que c'était pas bon, mais ils n'ont pas compris que le bout woke qu'ils me disaient, c'était voulu parce qu'il fallait qu'elle ait de l'air woke pour ne pas être à sa place en 87, puis calisse qu'elle se fait remettre à sa place. You know, where I'm from, birthday parties are considered so lame. Like, I don't know, maybe you should cancel it. Maybe you should fuck off and die. C'est vraiment cool parce que il y a une des scènes en particulier que je vais vous parler où est-ce que une des adolescentes a un rape alarm, OK? Ça, c'est que si un homme t'agresse, tu as un bouton sur lequel tu pèses et ça hurle pour que les gens sachent que tu es en danger, comme si un homme essaie de te violer. La personnage se fait trancher la gorge et elle sort son rape alarm et elle tombe en pleine face sur le plancher. J'étais crampé, man. Il y a une fin très satisfaisante, il y a un peu de dualité, je vous le spoilerai pas parce que c'est un film très récent. Il y a des scènes avec, entre autres, Let the Music Play, qui est vraiment bien rendu dans le film et qui se prête parfaitement à l'ambiance que la réalisatrice a tenté de créer. Vraiment un gros bravo pour Totally Killer. My God, tu vas lui donner combien d'yeux? Ben écoute, on donnera pas des yeux négatifs cette semaine. Je vais donner 4 yeux sur 5 à Totally Killer. Et Steve, je te recommande chaudement de regarder ça. Un film super bien monté, une belle réalisation, une saveur excellente. Puis on adore les 80s, on est nostalgique et ce film-là nous le rend très bien. Écoute, va falloir que tu regardes The Final Girls pour faire la comparaison entre les deux. Ah ben OK, si tu le dis. C'est similaire parce que je m'attendais pas à aimer ça, puis j'ai beaucoup aimé ça. Good. Après la pause, on parle de lutte, puis on a vraiment besoin de la pause parce que faut que j'aille à la salle de bain. Let's go! Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous. Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À la prochaine les tripeurs! Donc, on est supposé parler de lutte. Steve est toujours pas revenu des toilettes, mais on va trouver une façon de faire... OK, 2 questions, là. Premièrement, qu'est-ce que tu fais ici? Deuxièmement, pourquoi tu as un doigt en mousse de Brett? Ben, j'ai perdu mes mitaines, puis ben, je viens de parler de Royal Rumble 94, 30e anniversaire cette année. Welcome everybody to your Royal Rumble report here on WWF Wrestling Challenge. Présenté au Rhode Island, Bret Hart all over the place. C'est le Royal Rumble de la rivalité
qui commence entre les frères Hart. Ça a commencé au Survivor Series juste avant. Ils se sont réconciliés. Tag team contre les Quebecers pour les ceintures par équipe. Bret Hart qui dit qu'il va plus se battre en solo. Il va devenir champion par équipe avec son petit frère. Il y avait déjà des tensions. Là, Bret Hart se pète le genou pendant le match. Les Quebecers qui trichent pendant longtemps en dehors du ring, en tag de... Indignant. Ouais. Puis, épouvantable. Aussitôt que Bret a une chance de donner le tag à Owen, ben, au lieu de le faire, il essaye de faire un sharpshooter avec son genou pété. Il s'écroule. L'arbitre arrête le combat. Les Quebecers célèbrent, s'en vont. Puis là, Bret est en souffrance. Owen Hart pète une coche. Lui pète le genou. S'en va backstage. Et là, il y a une entrevue sur l'écran géant. À toi, Stéphane. Owen dit « You're too damn selfish, Bret, and that's why I kicked your leg out of your leg. » And that's why I kicked your leg out of your leg. Pire call, mais c'est excellent pour nous parce qu'on en parle encore aujourd'hui, Joe. Puis le Rumble 94. Ben, c'est la pire sous-carte. Il y a un autre combat dont je veux parler. C'est le plus super club vidéo gore des combats de lutte. Le Undertaker, le mort-vivant, contre Yokozuna. Undertaker qui est imbattable. Les heels de la compagnie, tous les méchants viennent pour achever Taker. C'est le premier combat de cercueil, un casket match, donc c'est le premier qui se fait mettre dans le cercueil. Et là, il réussit à combattre les méchants pendant un bout, puis finalement, ils mettent Undertaker dans le cercueil. Les heels s'en vont en célébrant, et là, encore sur l'écran géant, on voit Undertaker, puis là, on voit son âme quitter son corps. Mais la question, c'est est-ce qu'il était mort pour vrai? Il était mort pour vrai. C'était une vraie mort. Bon. Puis après ça, mon Royal Rumble préféré, c'est de bon goût de dire que c'est le 92 le meilleur avec la fin de Ric Flair qui gagne, puis l'entrevue, puis tout. Mais le Rumble 94... C'est le premier Rumble qui est plus stagé. Aujourd'hui, les Rumbles sont beaucoup trop stagés. C'est vrai. Dans ce temps-là, c'était plus organique. Mais là, il commence à avoir des beaux spots là-dedans. T'as les frères Steiner qui rentrent 1 et 3. Après ça, Owen Hart qui rentre 5. Macho Man Randy Savage. Puis là, Diesel arrive. Et c'est encore reconnu aujourd'hui comme le Diesel Spot. À chaque fois que ça arrive dans un Royal Rumble, on voit quelqu'un qui sort tout le monde, puis là, qui attend le prochain, puis qui sort le prochain, puis qui attend le prochain. Diesel, dans ce temps-là, était le garde du corps de Shawn Michaels. Là, ça l'a propulsé au sommet. Il est devenu champion intercontinental par la suite. Puis il s'est fait éliminer par 4-5 gars qui sont dessus, puis Shawn Michaels qui aide à ce que Diesel se fasse sortir. Puis là, ça va mener à 1 an de rivalité là, incessante entre les deux. Très bon spot. C'est ton préféré. Ben, réécoute le match. Le match est très bon. Puis là, après ça, là, de l'improvisation comme il y a dans toutes les Rumble. Tout le monde rentre. Puis là, les 7 derniers, t'as Lex Luger, Bret Hart, Shawn Michaels, Fatu, Bam Bam Bigolo, Tenryu, la légende japonaise qui stiffe tout le monde avec des chops, des big boots d'en face. Il est écœurant, il se rend dans le 5e. Ça prend Lex Luger puis Bret Hart pour le sortir. Marty Jannetty qui est encore là presque jusqu'à la fin. Shawn Michaels qui sort son ancien tag team partner, les Day Rockers. Shawn Michaels se fait sortir par Bret Hart. Fait que tu sais, c'est très, tu sais, c'est les rivalités là qui s'éliminent un après l'autre. Puis là, il reste Lex Luger contre Bret Hart. Très belle fin. Les deux qui tombent en même temps. Bret Hart a gagné, Lex Luger a gagné, les arbitres se chicanent, c'est le chaos. Tu te souviens-tu à quel point ils sont tombés en même temps? Exécution parfaite. Hein? Aujourd'hui, les Rumble. Le surnom de Bret. L'excellence de l'exécution. Ben oui. Hein? Aujourd'hui, dans les Royal Rumble, c'est beaucoup trop stagé. Tout le monde pointe vers le signe de WrestleMania. Puis c'est justement par là que je m'en vais. Joe! OK, ben, il y a eu ça. Bon. T'es-tu prêt à parler de lutte? Yes, non, mais il est trop tard. Hein? Mais on s'est fait donner ça, par exemple. J'adore les chansons à répondre. Hey, on en fait une? OK, go. Je suis un commis. Je suis un commis. Je ne fais pas ma job. Je fais pas ma job. Le gérant est beau. Le gérant est beau. Vraiment, vraiment beau. Vraiment, vraiment beau.
Il est tellement nice. Il est tellement nice. C'est le plus beau. Je n'ai pas répondu au message. J'ai pas répondu au Ça message. fait pas partie de la chanson. Go! Excusez, là, ça allait vite tout ça. Là. Il chante bien, par exemple. Ouais, ben oui, il devrait faire un album. Ça m'a quand même surpris. Ben, Steve de Revue l'a fait, ça. Le ça, string dans la craque, je pense. Salut les gars, je suis tombé sur votre gérant pis sa face de gars qui fourrait pas au cégep pis il m'a dit que si je louais 2 films de David Descoteaux, j'avais 2 films gratis. Premièrement, c'est qui David Descoteaux? Bon. Pis cette histoire de film gratis-là, c'est vrai? David Descoteaux, come on! On s'est fait chicaner la semaine passée parce qu'on passait des films gratis. Fait que je te dirais non. Je sais pas c'est qui cette personne-là, mais c'est non. Pas vrai, pas en tout. Hop là! Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, des toiles d'araignée. Touche pas à ça. Fais juste tasse le cadavre, Steve. C'est weird. Là. En voilà un. Ah ah! Je vais monter les autres. C'est Get Out. C'est Get Out. Get Out. Le seul bon film de Jordan Peele. Je l'ai dit. Le seul. Ah, t'es d'accord? Ah, je suis très d'accord. Un réalisateur prétentieux à souhait. Ah, c'est... J'ai détesté Us. Pas tout. Ben, j'ai détesté La Dernière Heure. C'est beaucoup dans un film. La dernière heure de Us t'a fait détester le film. C'est ça, parce que le début, c'était bien parti. Vraiment excellent, c'était même drôle, Oui. le bout dans le canot. Malgré que le père est un peu un gros épais là-dedans. Gros, très. Très épais. Mais Très ouais, épais. la fin, on va se faire lancer des roches, mais come on. Ouais, puis on va parler aussi rapidement, avant de parler de ce film-là, de Nope. Un film que je ne te recommande pas de voir jamais. Nous l'avons sur nos tablettes. Désolé. Mais il est dans une section un peu plus loin, tu sais, il est pas dans un... Il n'est pas dans le choix du staff. Pas du tout, mais Oh, je l'ai pas non. vu. Mais Get Out, Oui. plus un thriller psychologique, suspense qu'un film d'horreur, je pense. Mais ce film-là est bon du début à la fin. Ça, c'est avant que Jordan Peele commence à penser que c'était le meilleur réalisateur en ville. Ensuite, on a un documentaire sur Cimetière vivant. Le 1? Sur le premier film. OK. C'est donc bien cool qu'il y ait un documentaire là-dessus. Vous savez tous que je suis un fan des documentaires, de films. J'adore ça. Et ce documentaire-là, avec To Hell and Back de Kane Hodder. To Hell and Black, oui. To Hell and Back de Kane Hodder est un des meilleurs documentaires que j'ai vus à propos d'un film. Il respire bien, il nous ramène sur les lieux de tournage, il y a des bonnes entrevues. C'est vraiment, vraiment, vraiment à voir. Est-ce qu'on voit le jeune Miko Hughes dans le documentaire? Ça fait longtemps que je l'ai vu, si je me rappelle bien, oui. J'ai acheté cette copie-là à Shockstock il y a plusieurs années. Et c'était comme une des dernières avant qu'elle tombe out of print. Je présume présentement qu'on peut la retrouver, là, mais c'est ça, c'est très bon documentaire. C'est cool, je l'aime, le premier Pet Sematary. C'est un bon film. J'adore. Zelda est le personnage le plus épeurant. Effectivement. Et enfin, 2 autres films, en fait, qui s'appellent les 2 Buried Alive. Oh, ça a pas l'air d'être le même film, par exemple. C'est pas du tout le même film, je pense. Donc, c'est le que client qui a loué ça devait penser que c'était 2 versions différentes, peut-être? Ou il Mais veut pourquoi avoir... louer 2 films pareils? Ben, je pense qu'il veut savoir comment enterrer quelqu'un vivant. Ah, c'est OK, c'est un tutoriel. C'est ça, c'est peut-être Jean-Guy. Première des choses, ce film-là est un classique. C'est-tu un Vinegar Syndrome, encore une fois? Ça, je ne sais pas. Non, c'est un Kino Lorber avec... c'est Tim Madison ou Tim Madison, Jennifer Jason Leigh et le dude dans Die Hard qui est le journaliste, là, le roux qui se fait... Ah oui. Bon. Ce film-là est un film vraiment, vraiment excellent. C'est Frank Darabont qui a fait ça, le gars de Walking Dead. Entre autres, oui. Et ça raconte l'histoire d'un homme... Ça raconte l'histoire d'un homme et qui est en couple avec sa femme et que sa femme décide de le tuer. Hein, il est pas... Toujours pas. Décide de le tuer, puis qu'en fin de compte, il n'est pas mort. Il se réveille. Et là, il décide d'aller prendre la femme et son amant et des enterrer vivants aussi. Écoute, c'est... Il se venge. Ah, c'est cool. Ça, c'est excellent. Puis ça te dit-tu quelque chose? Ça, c'est réalisé par Robert Kurtzman. OK. Robert Kurtzman qui a fait les effets spéciaux sur beaucoup de films, dont Jason Goes to Hell, dont... Les effets spéciaux sont corrects. Les pratiques dans Jason Goes to Hell sont bons. Army of Darkness. Voilà. Et qui a écrit
From Dusk Till Dawn, le one-pager qu'après Tarantino a écrit. Mais Buried Alive, ça, c'est un film indie que j'avais vraiment aimé. J'avais trouvé ça très cool comme film indie. Un peu comme The Hazing, j'avais parlé, puis il y a Tobin Bell qui joue là-dedans. Ah ouais, ça vaut vraiment la peine. Avant ça ou après? Avant ça, oui. C'était avant ça. Ça, c'était avant ça. Ça, c'était avant ça, puis c'est pas Stephen King qui a fait ça, mais c'est Stephen King qui a fait ça. Quoi ça? Ça. Ah, OK. Hey, on arrive à la fin, Steve. Faut qu'on ferme le Super Club Vidéo Gore. On a terminé. On vous remercie d'être là, encore une fois, toutes les semaines au rendez-vous. On vous adore. Merci pour votre interaction, votre passion. Presque aussi passionné que les deux commis. Nous, on n'est pas passionnés, on travaille. C'est pas pareil. On n'a pas le choix, mais on finit par l'être passionné, n'est-ce pas? Écoute, tu sais, quel meilleur job que travailler dans un club vidéo à regarder des films d'horreur? C'est comme ça qu'on va se faire augmenter. Donc, bien dit, Steve. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner sur nos différents médias sociaux. C'est important pour nous, ça. On est sur Facebook, sur Twitter. Je vais encore dire Twitter. Pas Twitter, MySpace. MySpace. Ah, écoute, j'ai mon nouveau compte MSN. Là. Oh! Quand je login, vous allez voir ma face. ICQ? MIRC, en fait. Moi, je suis un petit peu plus moderne. ICQ? Ouais. Oh! Oui, c'est vrai. Oh! ASL. On est sur Facebook, on est sur Twitch, on est sur Instagram, on est sur YouTube, on est sur TikTok également. Sur ce? Oui. Hein? Non? Peut-être? Oui, c'est terminé. On va arrêter ça avant que je m'enfonce davantage. OK, bye. À bientôt.